Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être dans le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30 minutes. Nous nous retrouvons encore en ce début de semaine. Nous sommes lundi très pluvieux, ici à Conakry et environ. Merci de nous écouter à la radio. C'est sur la 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV, vous êtes forcément sur Meta. Vous êtes sur notre application Kavi Media disponible sur Play Store et App Store. Vous êtes également sur notre site d'information siaminfo.com. Merci de nous rejoindre à la radio. C'est sur la 89.5, en tout cas une émission relayée du côté de la baie par nos partenaires de Beta FM. Au menu de ce matin, à moins de 2 mois du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, la Guinée s'apprête à vivre un moment crucial de son histoire. Après une lecture comparative du projet et de l'avant-projet de constitution, nous poursuivons notre démarche d'éclairage citoyen en vous dévoilant point par point les
les avantages de cette nouvelle loi fondamentale. Dans ce numéro, focus sur l'article 5 du projet qui traite de la question des langues officielles. C'est dans un instant. En Côte d'Ivoire, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre a débuté la semaine dernière, alors que le président sortant Alassane Ouattara laisse encore planer le doute sur sa participation. Plusieurs figures de l'opposition ont d'ores et déjà été déclarées inéligibles. Une fois les candidatures déposées, les dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel chargé de publier la liste définitive des candidats d'ici la mi-septembre. Mais alors que le compte à rebours est lancé, de nombreuses interrogations surgissent autour du sort réservé aux principaux leaders de l'opposition. Leur éviction marque-t-elle la fin de leur ambition politique pour cette échéance électorale? Pour en parler, nous serons en direct de la Côte d'Ivoire avec M. Ibrahim Youssouf Diarra. Il est observateur de la scène politique ivoirienne. Créé le 25 mai 1963 à Addis Abeba sous le nom d'Organisation de l'Unité africaine, OUA, l'institution visait à renforcer l'unité et la solidarité entre les États africains, soutenir les mouvements de libération et promouvoir la coopération politique et économique. En 2002, elle devient Union africaine, UA, avec une ambition renouvelée: démocratisation, respect des droits humains, développement durable, prévention des conflits et affirmation de l'Afrique sur la scène mondiale. Mais plus de 60 ans après, les obstacles restent nombreux: conflits récurrents, crise politique, dépendance économique, manque de coordination régionale. Quels sont les véritables défis de l'Union africaine? Nous poserons tout à l'heure la question à M. Mohamed Chérif. Il est le président du Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous écouter à Conakry environ. Merci de nous suivre partout dans le monde. Merci de nous pratiquer via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Tapez simplement Kavi Media. Vous êtes au cœur de nos programmes ici en studio. Sur ce plateau, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, en tout cas au menu de cette émission. Moins de 2 mois nous séparent du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. Depuis plus d'une semaine, nous étions sur une lecture comparative de l'avant-projet, entre l'avant-projet de nouvelle constitution et le projet de nouvelle constitution. Aujourd'hui, zoom sur l'article 5 du projet de nouvelle constitution qui stipule, je cite, les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Le français est la langue de travail. L'État assure la promotion de l'enseignement des langues nationales. Il garantit la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales. Une loi organique définit les modalités d'application du présent article. Fin de citation. Mais quels sont les avantages de cet article pour les citoyens? Yaya Diallo, une rubrique proposée par notre partenaire Anaïm. Alors, en République de Guinée, les langues nationales jouent un rôle important dans la culture, l'identité et la communication au sein de la population. Selon les rédacteurs, voilà entre autres quelques points clés concernant les langues nationales mentionnées dans le projet de nouvelle constitution. Alors, premièrement, nous avons la diversité linguistique. La Guinée, un pays riche en diversité, rappelle-t-il, linguistique, avec plusieurs langues nationales parlées par différentes ethnies, parmi lesquelles langues parlées, nous avons, disons, le Soussou, le Maninka et le Pulaar, pour ne citer que celles-ci, mais nous en avons une vingtaine dans notre pays. Reconnaissance officielle. Le projet de nouvelle constitution stipule que les langues nationales, en plus du français, sont reconnues comme langue officielle. Cela souligne l'importance de ces langues dans la vie quotidienne des citoyens et leur rôle dans l'identité nationale, poursuivent
notre partenaire. Alors, langue de travail, le français. Le français est spécifié comme la langue de travail, ce qui signifie qu'il est utilisé dans les administrations publiques, les institutions éducatives et les affaires officielles. Cela peut poser des défis pour les locuteurs des langues nationales qui ne maîtrisent pas bien le français. Alors, enseignement de langue nationale. Le projet de constitution évoque l'importance de l'enseignement de langue nationale, ce qui pourrait favoriser leur préservation, pour ainsi dire, et leur promotion dans les écoles et les institutions éducatives. Traduction des lois. Le texte mentionne également la garantie de la traduction des lois dans les langues nationales, ce qui est crucial pour assurer que tous les citoyens, quel que soit leur niveau de maîtrise du français, puissent comprendre leurs droits et obligations. Identité culturelle. La reconnaissance des langues nationales contribue à la préservation de la culture et des traditions des différentes communautés ethniques en Guinée, renforçant ainsi le tissu social du pays. Ces éléments sont essentiels pour promouvoir l'inclusion et la participation de tous les citoyens dans la vie politique, sociale et culturelle de la République de Guinée. La prise en compte des langues nationales dans la nouvelle constitution pourrait également favoriser un sentiment d'appartenance et de fierté chez les Guinéens, disent-ils en ce qui concerne la rédaction de la Constitution. Bien. Ce qui est déjà compris, une communication proposée par l'Agence nationale d'aménagement et d'infrastructures minières, Anaïm, 6 points à retenir. Diversité linguistique. La Guinée est un pays riche en diversité avec plusieurs langues nationales parlées par différentes ethnies. On a cité quelques langues. Le deuxième point, c'est la reconnaissance officielle à travers le projet de nouvelle constitution. En plus du français, les autres langues, en tout cas en République de Guinée, parlées en République de Guinée, sont officiellement reconnues et peuvent être utilisés. Les documents traduits dans ces langues. Le français, langue de travail, précision importante pour ceux qui n'ont pas, en tout cas bien assimilé, l'article 5 du projet de nouvelle constitution. Au point 4, l'enseignement des langues nationales. À travers cet article, le projet de constitution évoque l'importance de l'enseignement des langues puisque tous les documents officiels doivent être en tout cas traduits dans ces langues et ces langues doivent être inclus dans notre système éducatif. Donc le système éducatif guinéen, on a parlé tout à l'heure des traductions, toutes les lois seront traduites dans les différentes langues nationales. Donc s'il y a 30 langues, 30 traductions forcément. Et l'identité culturelle pour les rédacteurs, cela est une reconnaissance des langues nationales, et en tout cas en s'inspirant d'autres pays de la sous-région. Je le rappelais tantôt, c'est une rubrique que nous allons poursuivre courant cette semaine avec notre partenaire Anaïm. On poursuit le menu de cette émission et on prend la direction de la Côte d'Ivoire. Le processus électoral s'accélère-t-il sans l'opposition? Voilà la question que nous nous posons ce matin. En tout cas, le dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre a été officiellement lancé la semaine dernière pendant que le président Alassane Dramane Ouattara continue d'entretenir le flou sur ses intentions. Plusieurs figures clés de l'opposition ont déjà été déclarées inéligibles. Les candidatures seront examinées par le Conseil constitutionnel qui publiera la liste officielle d'ici la mi-septembre, mais dans un climat marqué par les exclusions, les inquiétudes grandissent, il faut le rappeler, alors qu'elle sort pour les grands leaders politiques. Nous aurons tout à l'heure en ligne monsieur Ibrahim Youssouf Diarra, il est observateur de la scène politique ivoirienne. Mais en attendant, les débatteurs Yaya Diallo ont suivi de très près l'actualité ivoirienne. Oui, une actualité qui cristallise toutes les attentions. Nous avons suivi la semaine passée ces arrestations qui ont intervenu dans les rangs du PDC-RDA. Nous avons suivi pour un premier temps d'abord le début de ce mois les initiatives allant dans le sens d'amorcer un dialogue national au niveau de la classe, au sein de la classe politique, il faut le rappeler, puisque le CAPCI et le RHDP avec le RHDP avait eu des rencontres formelles.
Mais on a eu raison de dire que c'était des manœuvres qui consistaient à jouer sur l'OTAN et effectivement pour berner l'autre camp. Mais en réalité, rien n'est sur la table pour qu'on parle justement d'un véritable dialogue, alors que quelques mois nous séparent de l'échéance présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons de l'autre côté le parti de Laurent Gbagbo qui, il faut le rappeler, jusqu'à présent n'a pas pu adhérer à l'esprit de la coalition pour l'alternance en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler. Alors, ce sont les Charles Blé Goudé, ce sont les Simon Gbagbo, c'est les Pascal Afingui-San, et je crois que quelques petits mouvements politiques qui ont constitué cette coalition. Une coalition qui fait la promotion du dialogue social, il faut le rappeler. Alors, pour qui connaît un Charles Blé Goudé qui avait quand même un langage, puisque c'est ce qui lui a prévalu quand même son emprisonnement au niveau de la Haye, c'était quand même quelqu'un qui était connu pour son discours très caustique. Et voilà, donc je crois que c'est ce qui expliquerait par endroits justement son jugement au niveau de la Haye avec l'ancien président. Donc ce sont des gens peut-être qui à travers le temps ont appris la sagesse et qui appellent au dialogue. Mais quand on parle du dialogue, ça veut dire que cela doit se faire entre des entités. Maintenant, au niveau du RHDP, puisque c'est la coalition qui dirige le pays, on dit ne pas être disposé pour l'instant d'amorcer un dialogue parce que ils l'ont dit tout simplement au niveau de la Côte d'Ivoire, il en a déjà eu en 2022 un dialogue, donc on n'y reviendra plus. Alors, est-ce que c'est pour l'instant, ce sont des choses qu'il faut prendre, disons, au sérieux? La réponse est naturellement oui, parce qu'il n'y a pas eu des choses concrètes qui ont été menées dans ce sens-là pour que nous puissions parler, disons, d'un véritable dialogue. Or, aujourd'hui, beaucoup d'observateurs, il suffit juste que vous posez la question aux Ivoiriens, aux observateurs, vous diront qu'aujourd'hui, tout est réuni pour justement pour des crises prochaines. On ne le sait pas. C'est pourquoi je vais rebondir, puisque vous parlez d'observateurs. Nous avons déjà en ligne depuis Abidjan Ibrahima Youssouf Diarra, observateur de la scène politique ivoirienne. Bonjour Ibrahima. Bonjour Monsieur Camara. Merci à vos invités. Merci d'intervenir sur nos antennes. Une nouvelle fois, puisque ce n'est pas une première que vous intervenez ici chez nous sur Kavi Média dans cette émission, Le Scanner. Vous suivez de très près l'actualité avec cette nouvelle phase, je le rappelais tantôt, phase du processus électoral ouverte, c'était la semaine dernière, vendredi précisément, pour être un peu plus précis. Quelle est votre lecture d'abord de l'ouverture du dépôt des candidatures dans ce contexte politique particulier? Elle l'a déjà rappelé. Merci à vous, M. Camara. L'ouverture, en tout cas, de ce processus-là, en tout cas du dépôt des candidatures, peut être perçu comme une volonté, en tout cas un signal des institutions électorales de marquer le début officiel de la période électorale. Également, elle peut être vue comme une occasion aussi pour chaque acteur de se positionner et de présenter son programme aux électeurs, ou encore de respecter le délai constitutionnel. Toutefois, avec cette tension politique qui existe, cette ouverture aussi peut être aussi considérée comme une volonté des différents acteurs, quand je parle ici des différents acteurs de s'engager dans un processus transparent et équitable. Ce qui est un peu compliqué quand on regarde du côté un peu de l'opposition qui, n'est-ce pas, conteste, n'est-ce pas, l'équitabilité de ces élections-là. Donc, cela est déjà compris, mais l'autre aspect qu'il faut quand même souligner, c'est le président Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président ou le président sortant, qui continue d'entretenir quand même le flou sur sa candidature. On sait que le RHDP, le parti qui le porte, l'a choisi comme déjà l'unique candidat ou le candidat naturel du parti, du rassemblement des hauts-fétistes. Aujourd'hui, qui ne dit pas mot, qui n'a rien dit, n'a ni dit oui, ni dit non. Aujourd'hui, est-ce que cela peut être considéré comme une stratégie? Bon,
Cela peut être considéré comme une stratégie dans la mesure où le président veut contrôler au fait le tempo politique en fonction de ses intérêts et des intérêts de son parti, de sorte aussi à observer la réaction aussi des opposants et de la société civile. Donc nous sommes tous en attente, n'est-ce pas, de sa décision de se présenter ou pas. Mais cette stratégie-là, en tout cas, en tant que président, le président Alassane Ouattara observe, peut-être perçu comme une observation, n'est-ce pas, des réactions de l'opposition, des actions de l'opposition, ou encore n'est-ce pas, de la société civile. Garder le tempo politique en fonction de ses intérêts et des intérêts de son parti. Alors, Diarra, on sait très bien que cela intervient dans un contexte assez particulier. Il y a l'opinion publique ivoirienne qui est partagée sur, disons, un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Tiken Jah Fakoly l'a rappelé la fois dernière. Il est allé même à inviter le président Ouattara de se retirer tout simplement. Alors, comment tout cela est interprété au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, elle est interprétée par qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RHDP, insiste, n'est-ce pas, Alassane Ouattara soit le candidat. Voilà, ils ont même insisté, ils l'ont même proposé la fois dernière. On attend juste, n'est-ce pas, la réponse du président Alassane Ouattara. Quant au parti de l'opposition, ils se préparent à leur niveau, n'est-ce pas, si on peut le dire, à contester, puisqu'ils sont en désaccord, n'est-ce pas, avec la CEI, avec le processus électoral, avec la liste électorale, et avec même, si nous voyons un peu l'actualité, avec les actions récentes, n'est-ce pas, du gouvernement ou de la justice ivoirienne. Donc tout ça sont des moyens, n'est-ce pas. On a un problème de connexion. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Diarra. Oui, donc tous ces moyens sont pour l'opposition des moyens, n'est-ce pas, toutes ces actions-là, en tout cas tous ces événements qui récents, amènent l'opposition à contester, n'est-ce pas, vraiment cette élection. Mais allez-y, bah. Alors, aujourd'hui, par rapport à toutes ces sorties, parce qu'au-delà même de Tiken Jah Fakoly, il y a d'autres artistes quand même qui associent, notamment, ou qui interpellent aujourd'hui le président sortant à ne pas, disons, être à nouveau candidat, disons, à sa propre réélection. Au niveau des citoyens, aujourd'hui, quelle est l'ambiance, notamment par rapport, disons, à un éventuel dépôt de candidature de la part du président Alassane Ouattara? Au niveau des citoyens, les citoyens actuellement, chacun va tranquillement à ses occupations. Dans leur grande majorité, que le président Ouattara soit candidat ou pas, les citoyens, ils veulent la paix. Voilà, ils veulent la paix, ils veulent la tranquillité. Parce qu'ils ont connu des moments sombres ici en Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit ce que le citoyen lambda vous dira, en tout cas le citoyen lambda vous dira, que quel que soit ce qui va se passer, il faut que les politiciens fassent en sorte que leur quiétude ne soit pas perturbée. Alors qu'est-ce qui pourrait garantir cette quiétude aujourd'hui, vu quand même que vous êtes observateur de la scène politique ivoirienne? Ce qui pourrait garantir cette quiétude, c'est des élections apaisées, parce qu'on observe déjà des discours, des menaces, des appels à la violence, des appels au meurtre sur les réseaux sociaux et même parfois dans le discours de certains politiciens. Et donc, tout ça contribue, n'est-ce pas, à inquiéter les populations. Monsieur Diarra, n'est-ce pas, Monsieur Diarra, sans langue de bois aujourd'hui, est-ce qu'une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara ne serait pas une entorse quand même, disons, à cette quiétude dont on parle là? Il sera difficile de le dire, puisque tout le monde le sait, il peut se présenter. Constitutionnellement, c'est possible.
Donc, il serait difficile de le dire. Nous observons, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que plus nous approchons des élections, et il y a de plus en plus de tensions. Le président Alassane Ouattara n'a pas encore fait son choix. Tout le monde s'attend à son choix, à sa décision le 6 août, c'est-à-dire la veille de l'indépendance. Donc nous attendons tous le 6 août. Tout le monde est tendu, mais à l'heure actuelle, il est difficile de dire que le président Alassane Ouattara, il est difficile de se prononcer sur les conséquences, n'est-ce pas, du fait que le président Alassane Ouattara soit le candidat du RHDP. Alors, on sait très bien que le fait qu'il soit candidat, puisqu'il en a déjà fait en 2020, on connaît ce qui a découlé de cette décision. Avec près de 100 morts, nous nous souvenons de cela. Alors, aujourd'hui, peut-être ce n'est pas la candidature du président Ouattara qui posera beaucoup plus de problèmes, mais l'exclusion des autres leaders politiques, quand on sait très bien aussi la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que pour toutes ces régions aujourd'hui, l'exclusion pose beaucoup plus de problèmes que la candidature du président Alassane Ouattara? Bon, on dira que les deux. La candidature du président Alassane Ouattara peut poser problème, tout comme l'exclusion aussi des opposants, parce que cela met en cause l'équitabilité de ces élections-là, ou disons aussi la transparence de ces élections-là. Donc, les Ivoiriens, en ce moment, à l'heure actuelle, sont inquiets de tout ce qu'on vient d'évoquer concernant les exclusions. Ça peut aussi entraîner des violences. Pour le moment, au vu des actions de l'opposition, parce qu'il faut aussi le dire, l'opposition réagit mais faiblement. Ils essaient de créer des alliances sur le plan national comme sur le plan international. Ils essaient de créer, de faire des manifestations ou des manifestations auxquelles eux-mêmes leurs militants répondent aussi faiblement. Donc, tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il faut être en observation et essayer de voir comment les choses vont évoluer après le 6 août. Après le 6 août. Mais cette question, puisque vous parlez déjà de tout ce qui se passe à l'interne, vous vivez déjà sur le terrain, vous vivez les réalités. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout est joué ou l'opposition a encore une marge de manœuvre? Si oui, lesquelles? On ne peut pas prédire de ce qui peut arriver dans les élections en Afrique, comme vous le savez. Mais ce qu'on peut dire, l'opposition a toujours des marges de manœuvre. C'est d'avoir un discours cohérent, parce que actuellement, il faut aussi le dire, l'opposition n'a pas vraiment un discours cohérent, puisque eux-mêmes, entre eux, il y a assez de divisions, que ce soit au PDCI, que ce soit au PPACI, il y a assez de divisions. Vous avez certainement entendu parler de la candidature de Awadon Melo, membre influent du PPACI. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que la portée des actions de l'opposition est vraiment faible. Donc, il va falloir pour l'opposition se rassembler et exploiter, n'est-ce pas, les failles du gouvernement, parce qu'il faut le dire aussi qu'il y en a, les failles du parti au pouvoir, les failles du gouvernement, il faut le dire, il y en a et il faut les exploiter. Alors, puisqu'on parle quand même d'ouverture de dépôt de candidature, au-delà de ces personnes citées, notamment la personne dont le nom vient d'être cité par vous et Mohamed Kouakou Nda, quelles sont c'est-à-dire ces autres figures, disons notamment de l'opposition ou d'autres, disons, coalitions qui quand même ont fait ce dépôt de candidature jusqu'à date? Je ne vous ai pas suivi. Je disais, au-delà de ces personnes aujourd'hui citées, notamment Kouakou qui a ouvert quand même, disons, les portes de dépôt de candidature, et l'autre nom que vous venez de citer, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez quand même nous révéler d'autres figures quand même qui aujourd'hui se sont quand même, disons, ont effectué ce dépôt de candidature? Pour l'heure, nous n'avons pas encore... le nom, vous venez de citer un nom que j'ai... En tout cas, que j'ai pas écho de son dépôt de candidature. Mais pour l'heure, nous avons des volontés
n'est-ce pas, nous avons des volontés, des velléités de candidature. On n'a pas encore de dépôt de candidature. C'est la lutte actuellement pour le positionnement. Il faut dire aussi que le temps presse, puisqu'il y a aussi la période du parrainage qui est là. Donc, c'est aussi la course au parrainage. Donc, il y a pas mal, au niveau du PPACI, nous avons Awadon Bello, qui vient ancien directeur, n'est-ce pas, du BNET, qui, après avoir adressé une lettre au président Laurent Gbagbo, a décidé de partir seul. Une candidature par, le thème m'échappe, je crois que c'est une candidature par précaution, comme lui-même il l'a dit dans sa lettre. Au cas, puisque M. Gbagbo ne peut pas se présenter, puisque exclu de la liste électorale. Nous avons également, au niveau du PDCI, comme vous le savez, nous avons Jean-Louis Billon. Voilà, nous avons Jean-Louis Billon. Ça, c'est déjà connu. Le président Tidjane Thiam, lui, le PDCI n'a pas encore officiellement, en tout cas le candidat du PDCI, c'est le président Tidjane Thiam qui lui-même est, comme on le sait, exclu de la liste électorale. Il a d'ailleurs fait une sortie hier qui fait beaucoup de polémiques actuellement par rapport à certaines déclarations qu'il aurait eues. Mais je pense que nous sommes toujours, en tout cas, dans cette guerre de positionnement au sein même déjà des partis de l'opposition. Au niveau du RHDP, il y a aussi Adama Bictogo, le maire de Yopougon, qui a fait une sortie il n'y a pas très longtemps sur France 24 aussi. Évidemment, oui. Qui a entraîné beaucoup de polémiques. Certaines personnes, même au sein du RHDP, doutaient, n'est-ce pas, de sa sincérité. Certains même lui ont reproché de vouloir pousser le président Alassane Ouattara vers la sortie, et en lui faisant rappeler ceci, que nous sommes en Afrique et qu'en Afrique on ne dit pas à une personne âgée de partir. Voilà, on lui demande de rester, quitte à elle-même, n'est-ce pas, de faire le choix de partir ou de rester. Donc, voici un peu... Évoquant ce sujet, Diarra, ce sujet, effectivement, aujourd'hui, est-ce que cela ne met pas à nu les faiblesses même du RHDP, où l'opposition devrait quand même profiter de cela pour se frayer ou se tailler la part du lion? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'opposition gagnerait à exploiter ces faiblesses-là, puisque au sein du RHDP, on sent qu'il y a énormément il y a une volonté, n'est-ce pas, de positionnement d'un certain nombre de personnes. Voilà, il y a Adama Bictogo, il y a TBO, Téné Birahim Ouattara, le petit frère du président. Il y a également, son nom m'échappe, il y a pas mal de personnes déjà qui sont en bonne position ou, n'est-ce pas, se présenter comme également candidat du RHDP. L'opposition gagnerait à exploiter, n'est-ce pas, cette faille-là du RHDP. Malheureusement, c'est qu'ils ne font pas. Alors, concernant ces différentes candidatures, on va quand même s'appesantir sur deux candidatures, notamment la formation politique de Laurent Gbagbo et de l'autre côté, ce candidat, disons, une surprise concernant le PDCI de Tidjane Thiam. Est-ce que ce sont des candidatures aujourd'hui concertées à l'interne? Concernant le PPACI, on ne peut pas dire que ce sont des candidatures concerté. Awadon Bello a estimé que le président Gbagbo n'était pas en mesure, n'est-ce pas, de se présenter, qu'il fallait un autre candidat. Ici, le PPACI est dans la stratégie de la réhabilitation, n'est-ce pas, du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui l'a estimé et non, disons, le PPACI. Non, Awadon Bello a estimé qu'il fallait un autre candidat, puisque le président Gbagbo ne peut pas se présenter. Et ce que le président Laurent Gbagbo, le PPACI, a botté en touche, puisque eux sont dans une stratégie de réhabiliter, n'est-ce pas, le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est vu cela que Awadon Bello, lui, il a présenté sa candidature, puisque dans un courrier, il avait signifié cela au président. Comme il n'a pas été entendu,
il s'est présenté, il s'est posé comme candidat. Quant au PDCI, RDA, c'est la même chose. Ils insistent sur le fait que M. Tidjam Thiam, le président Tidjam Thiam, soit candidat. Mais également, à leur niveau, ils ont également beaucoup de soucis avec une vague d'arrestations sur lesquelles d'ailleurs le gouvernement communique très peu. Donc, eux, ils sont toujours sur leur position de vouloir positionner Tidjam Thiam. Mais on sait aussi qu'il y a Bion qui, lui, déjà a commencé sa pré-campagne. Il a commencé sa tournée pour, n'est-ce pas, la présidentielle. Justement, parlant de Bion Diarra, parlant justement des alus Bion, est-ce qu'il se présentera sous les couleurs du PDC-RDA? S'il avait fait savoir à un moment donné ses intentions de vouloir briguer la présidence du PDCI. Pour le moment, il le dit lui-même, hein, il est toujours PDCI. Mais au vu de la situation, il n'hésitera pas à aller en candidat indépendant. Parce que c'est la posture qu'il adopte et c'est ce qu'on observe pour le moment, puisqu'au PDCI, il peut, comme hier, M. Tidjam Thiam l'a dit, il peut être candidat, mais pas au nom du PDCI. Alors, ces candidatures aujourd'hui, quand même, est-ce que n'annoncent pas une autre division que, disons, la coalition, notamment le RHDP, pourrait utiliser quand même pour que le président Alassane Ouattara aujourd'hui soit d'office candidat à la cette présidentielle? Oui, mais toutes ces candidatures, toutes ces oppositions au sein de l'opposition font les choux gras du RHDP du président Alassane Ouattara. Ça lui facilite même la tâche, puisqu'il n'y a pas le répondant, n'est-ce pas, qu'on attendait de cette opposition-là, ou n'est-ce pas, essayer de bousculer un peu le parti au pouvoir. Et ils sont en roue libre. Ils sont majoritaires dans toutes les institutions à l'Assemblée. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires au niveau des mairies, ils sont majoritaires au niveau du conseil régional. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Vous m'entendez? Donc, ils sont majoritaires sur tous les plans. Donc, ils n'ont pas fourni grands efforts pour se maintenir au pouvoir, que ce soit avec Alassane Ouattara ou pas. Bien. Mais maintenant, Diarra, il y a quand même cette autre question. Quoi qu'il en soit, il y a quelques semaines, on parlait quand même de dialogue, peut-être d'un éventuel retour de ces figures politiques écartées selon leur base, écartées pour des raisons purement et simplement politiques. Même si, entre-temps, ou par endroit, il y a quand même les textes de loi ivoiriens et qui définissaient cela. Qui définissaient, par exemple, si on prend le cas Tidjam Thiam qui était confronté à un problème de nationalité, Laurent Gbagbo et autres qui étaient face à la justice. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce sont des mesures quand même justifiées. Mais le RHDP, le rappelait, a quand même fait un premier pas avec le CAPCI, la coalition pour l'alternance en Côte d'Ivoire, la CAPCI. Mais cette démarche n'a quand même pas perduré. On se posait la question pourquoi maintenant, est-ce que ça allait perdurer? Ça n'a pas perduré. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, quoi qu'il en soit, ces figures marquantes pourraient ne pas être présentes lors de cette échéance électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout est joué pour ces personnes et il faudrait que ces partis politiques puissent quand même adopter une autre posture ou préparer un plan B, comme on aime à le dire? Bon, il y a une chose sur laquelle le gouvernement est intransigeant, c'est-à-dire qu'ils sont déjà convenus de certaines choses avec les partis de l'opposition, y compris le respect, n'est-ce pas, du délai constitutionnel en ce qui concerne les élections. Donc, il faut que cela soit respecté. Parce que vouloir essayer de trouver encore des arrangements ferait sortir, n'est-ce pas, le pays du cadre constitutionnel. Donc, on sera dans un autre cas encore qu'il va falloir apprécier avec d'autres complications. Et donc, ne pas tomber dans cette situation-là. Pour ne pas tomber dans cette situation, il fallait respecter les délais constitutionnels. Ça, ce sont des intransigences, en tout cas des choses sur lesquelles le gouvernement est intransigeant. Maintenant, le CAPCI a eu à échanger avec, n'est-ce pas, le RHDP, mais quand on regarde bien la composition de ceux avec qui ils échangeaient, il y a 7 personnes quand même qui sont membres du gouvernement, y compris le porte-parole du gouvernement.
Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas échangé avec le gouvernement. Parce que quoi qu'il en soit, ils ont même dit, la délégation du RHDP, que le message, en tout cas, les conclusions de cet échange-là, arriveront jusqu'au président. Donc, on peut essayer quand même de croire là à ce que ces messages-là arrivent jusqu'au président. Malheureusement, on n'a pas vu dans il fallait le CAPCI étant composé de Charles Blé Goudé, de Mme Simone et Yves Gbagbo, qui ne sont pas n'importe qui dans la politique ivoirienne. Voilà, donc il faut dire que il faut déjà saluer cette action, c'est déjà une bonne avancée pour apaiser, n'est-ce pas, une bonne partie des Ivoiriens, pour essayer de rassurer un peu les Ivoiriens sur ce qui arrive. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que cela puisse se faire avec le PPACI, avec le PDCI. Justement, parlant du PPACI, nous avons suivi tout récemment Laurent Gbagbo qui a lancé son mouvement Trop c'est trop, dans lequel beaucoup se sont engouffrés, notamment Guillaume Soro. Dites-nous aujourd'hui quelle est l'ambiance qui règne entre ces grandes figures de l'opposition. Je vais parler de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, mais aussi Tidjane Thiam. Il faut le rappeler aussi, qui est considéré comme étant quelqu'un qui mène la lutte politique par procuration, puisque depuis un bon bout de temps, il est en France et il appelle les uns et les autres à la résistance démocratique. Une chose que beaucoup qualifient comme étant une fuite en avant. Bon, il faut dire que cette alliance des différents partis de l'opposition a du mal à prendre. Leurs mouvements ont du mal à prendre parce que il faut dire que le PDCI ne pardonnera jamais à Laurent Gbagbo d'avoir été l'opposant qu'il a été quand le feu président Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir. Laurent Gbagbo ne pardonnera jamais à Guillaume Soro d'avoir été responsable de la rébellion, y compris les partisans de Laurent Gbagbo. Donc même quand il s'allie, on voit que cette alliance ne fait pas long feu. Il y a des décisions, chacun de façon indépendante prend des décisions, et il n'y a pas une réelle fusion de sorte à pouvoir créer une opposition assez solide comme l'a fait le RHDP. Alors, pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser le pouvoir actuellement. D'accord, ce qui est très bien compris. Maintenant, je n'ai pas compris, Yara. Je disais déstabiliser, c'est un mot fort, disons bousculer. Ah, vous préférez bousculer. Nous comprenons ça des termes politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple ivoirien, vous qui êtes observateur, attend de ces acteurs politiques? Vous avez tantôt rappelé qu'aujourd'hui, les Ivoiriens vaquent à leurs préoccupations, demandent la paix, mais ce sont quand même, c'est ce peuple qui doit être consulté pour les futures élections. Le peuple demande beaucoup de responsabilités aux politiciens. Le peuple leur demande de comment se soucier de leur quotidien qui est déjà assez difficile et ne pas venir compliquer ou ajouter à leurs problèmes déjà. Le peuple leur demande de s'asseoir, de dialoguer, de se comprendre, de faire en sorte qu'on puisse mener une politique qui n'entraîne pas forcément la mort des citoyens. De faire en sorte que, parce qu'à chaque élection entraîne son lot de peur. Bien. Et très souvent, après les élections, on compte les morts. Donc, de faire en sorte que, au sortir d'une élection, on ne puisse plus compter les morts. Bien. De faire en sorte que, au sortir d'une élection, même si nous avons été des opposants, même si nous avons été dans des joutes verbales, même qu'on puisse s'asseoir, se parler et qu'on puisse pouvoir regarder demain, n'est-ce pas, son prochain. Donc c'est ce que le peuple demande aux politiciens. Bien, ce qui est bien compris. Ibrahim Youssouf Diarra, observateur de la scène politique ivoirienne. Merci d'être intervenu sur nos antennes, Diarra. Je vous en prie, j'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On l'a écouté avec beaucoup plus de détails, Diallo Mohamed Leba. C'est la situation qui se présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le peuple qui a comme, selon ses explications, comme un ras-le-bol
de tout ce qui est politique, veut vaquer à ses activités, maintenir la paix et la cohésion sociale. On se rappelle quand même des échéances de 2010 du côté de la Côte d'Ivoire où quand même ça a été émaillé de beaucoup de violence avec... ils ont frôlé un tout petit peu la guerre civile. La guerre civile, enfin, est-ce que ça n'a pas été une, mais de toute évidence, est-ce qu'ils en savent qu'est-ce que c'est la guerre, les Ivoiriens, et on ne le souhaite pas pour ce pays voisin, qui est très important pour notre sous-région. Mais la paix a un prix, il faut le rappeler. Et Yara l'a dit, le fait d'exclure ce grand figure-là ne participe pas à la promotion de la paix. Et je pense que il faut en tenir compte. Il a dit, ce qui importe les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la paix. Et maintenant, comment arriver à la paix quand on sait que toutes les conditions ne sont pas créées? C'est toute la question qu'il faut se poser. Et avec beaucoup d'incitations sur les réseaux sociaux. D'incitations sur les réseaux sociaux, qui est tout à fait naturel. Les gens savent que c'est un peu, disons, une situation qu'on a déjà, une crise qui a été mise en berne. Il suffit juste de la relancer, quoi. Alors, je crois qu'il appartient au président Ouattara, avec tout ce qu'il a pu bâtir au niveau de la Côte d'Ivoire, d'en tenir compte et de ne pas, au regard de l'histoire ivoirienne, répéter les mêmes erreurs. Je crois que si tel est le cas, ça allait être un gâchis de trop. Un gâchis de trop au moment de Leba. On a suivi candidature, pas pour l'instant, pas au menu d'Alassane Ouattara, puisqu'il garde quand même le flou. Au sein même de sa formation politique, deux noms surgissent. Son jeune frère, même frère, ton frère qui est aussi candidat à cette... qui pourrait être candidat, je préfère. L'actuel ministre de la Défense. L'actuel ministre de la Défense pourrait être candidat. Mais il y a des voix aussi qui s'élèvent hors des frontières. On a quand même rappelé cet autre membre qui demande à Alassane Dramane Ouattara, le président, de ne pas se présenter, de ne pas briguer un nouveau mandat, ce qui paraît, ou ce qui est défini par le RHDP comme une attaque. J'ai suivi récemment quelques acteurs, notamment de la vie culturelle ivoirienne, concernant ce processus électoral, notamment après l'ouverture quand même du dépôt des candidatures. Il s'agit naturellement de Tiken Jah Fakoly et aussi de l'artiste Mewe qui quand même s'est prononcé notamment exclusivement sur la candidature, l'éventuelle candidature, il faut encore le préciser, d'Alassane Ouattara. Et ça m'a beaucoup touché et je crois que lui-même, tombant sur ces différentes réactions-là, pourrait comprendre aujourd'hui l'envergure, c'est-à-dire de cet enjeu. Parce que l'enjeu, il est grand, il faut dire qu'il est très costaud, notamment aujourd'hui, et ce qu'il est parvenu quand même à bâtir en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le bilan d'Alassane Ouattara ne peut pas être caché à l'aide d'un seul doigt, parce que ce qu'il a réalisé, en tout cas quand même de sa gouvernance de 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est énormissime. Aujourd'hui, vouloir le voir quand même avec, disons, cette envie de se maintenir encore au pouvoir, au-delà même, disons, de 3 mandats, c'est quelque chose qui pourrait être assimilé notamment à un danger qui pourrait guetter ce pays, la Côte d'Ivoire, parce que il faut quand même se dire, depuis un bon bout de temps en Côte d'Ivoire, les choses quand même qui lient les citoyens à la polique, ce pont presque avait été carrément coupé parce que les citoyens avaient compris à un moment donné que la politique n'était pas en leur faveur et que la politique, disons, la politique était en retard pour eux, notamment sur le plan du développement. Parce que si vous regardez l'élection de 2020 qui a élu Alassane Ouattara pour une 3e fois, c'est-à-dire pour le 3e mandat, cette élection a été quand même émaillée de violence. Et à la rappeler au début de l'émission où on a quand même enregistré une centaine de morts. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'était pour une 3e mandature. Et pour cette 4e, disons, partie de l'élection ou de réélection d'Alassane Ouattara, si toutefois il est candidat, parce que si aujourd'hui il exprime sa candidature, nous tous ici ou les observateurs de la scène politique ivoirienne connaissent naturellement la suite de l'événement, ça va être une autre réélection. Aujourd'hui, je crois que la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin.
Forcément besoin. N'en a pas besoin. Il y a d'autres candidats parce que s'il s'est dit qu'il est... En Afrique, le problème a toujours été l'alternance. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut tirer quand même notamment des leçons du passé. Mais c'est surtout, le RHDP, c'est une partie de la Côte d'Ivoire, attention. Infime ou grande, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qui demande à ce qu'il se présente. On n'a pas dit le contraire. Ça a été le même cas ici avec le RPG Arc-en-Ciel. Après tout, nous savons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons le CNRD qui, quand même, gère le pays. Même si ce n'est pas le même contexte. Hein. Le CNRD n'est pas une formation politique, ce n'est pas le même contexte. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ceux qui étaient en train d'inciter Alpha Condé hier, c'est-à-dire à se présenter pour un troisième mandat, la plupart aujourd'hui, quand même, l'ont carrément abandonné. Aujourd'hui, d'autres se rallient, disons, ou sont remorqués avec l'actuel pouvoir. Donc, ça veut dire que si on se met dans cet autre ordre d'idées, ça veut dire tout simplement qu'Alassane Ouattara pourrait quand même se heurter à un autre mur, à un autre iceberg. Ce qui signifie aujourd'hui que, notamment, la paix ou la quiétude sociale en Côte d'Ivoire pourrait être menacée fortement. Parce que s'il se dit qu'il est l'unique candidat, que c'est lui seul qui peut faire l'affaire de la Côte d'Ivoire, alors là, il y a un véritable problème. C'est le RHDP qui l'a dit. Alors là, il y a un véritable problème parce que là, lui-même, il devrait se remettre en cause par rapport à ces 15 ans de gouvernance. Parce que ça veut dire que pendant ces 15 ans-là, il n'est pas encore arrivé. J'ai l'impression que tu ne vis pas en Afrique. Hein, parce je vis en Afrique. Il n'est pas l'exemple unique. Hein. Il y a Diallo, il y a le CR. On rappelait des dictateurs ici qui ont fait 42 ans. Absolument. 42 ans qui ont fait tout le règne, hein, toute leur vie, président. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. La dernière fois, on parlait, disons, du cas camerounais qui devient aujourd'hui un cas à part entier. Ou par rapport même au dépôt de candidature. On a l'Ouganda aussi à côté. Il y a le cas ougandais. On a évoqué tous ces cas aujourd'hui. Il ne faut pas, disons, institutionnaliser ces cas-là pour dire que ce sont de beaux exemples. Le cas ivoirien n'est pas un bel exemple. Le cas ougandais n'est pas un autre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les chefs d'État, la plupart quand même comprennent. L'alternance, c'était récemment au Sénégal. Tout le monde a applaudi parce que c'était beau qu'un autre président cède le fauteuil présidentiel à un autre. À la différence du Sénégal, la Côte d'Ivoire, comme on a suivi tout à l'heure Gara, le peuple en a ras-le-bol. On ne veut plus se battre, on veut que vous maintenez la paix. Essayez de vous comprendre. Mais comment maintenir cette paix? Je crois que la plus grosse interrogation, c'est à ce niveau-là. Comment maintenir cette paix? Puisqu'il n'y a pas de dialogue en vue. Est-ce qu'une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara pourrait quand même, disons, maintenir la paix en Côte d'Ivoire? Gros point d'interrogation. Mais là, il y a deux questions. Il y a à la soulever. Il y a la question de la candidature d'Alassane Ouattara. Il y a l'autre question, c'est l'exclusion de ces grandes figures. Surtout. Si on avait ces grandes figures, je pense que la problématique du 4e mandat d'Alassane Ouattara n'allait pas se poser pendant qu'il y avait dans la course Tidjane Thiam, pendant qu'il y avait dans la cour Laurent Gbagbo, pendant qu'il y avait dans la cour Simone Gbagbo et autres figures, Charles Blé-Goudé. C'est parce que ces figures sont écartées aujourd'hui que tout le monde se penche peut-être sur la candidature. C'est pourquoi ça crie beaucoup plus. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, si Alassane Ouattara disait clairement qu'il n'est pas candidat, le PDCI que nous connaissons avec Tidjane Thiam, c'est vrai qu'on se disait tous qu'il n'y a pas encore plan B. Et le plan A reste le plan A, le plan le plus opérationnel, le plan, c'est-à-dire selon Tidjane Thiam, le plus prolifique. C'est lui ou bien c'est lui. Et je crois que si aujourd'hui Alassane Ouattara renonçait une nouvelle fois à ce 4e mandat, le PDCI pourrait trouver une autre alternative, notamment peut-être une alternative concernant ou qui pourrait s'inspirer du cas sénégalais avec Diomaye Faye et voilà Sonko. Donc c'est un autre cas. De l'autre côté, avec des formations politiques, il y a des candidatures indépendantes. Je crois qu'avec ça, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'intellectuels quand même. Aujourd'hui, concernant la classe politique, il n'est pas obligatoire
qu'un président ou le prochain président de la Côte d'Ivoire soit issu de la classe politique. Il y a la société civile, il y a d'autres candidats, c'est-à-dire indépendants, il y a des citoyens. Par exemple... Mais le terrain est miné, Mohamed. Le terrain est miné. On parlait de Mohamed Kouakonda, sûrement. Diarra ne s'est pas rappelé le dul, mais il est aujourd'hui candidat à cette élection. C'est un citoyen, en tout cas selon ce qu'on nous dit. Donc je crois que c'est tant d'exemples aujourd'hui qui pourraient quand même amener le président à renoncer à ce 4e mandat pour notamment maintenir cette quiétude sociale, cette paix en Côte d'Ivoire dont on parle tant, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. En a besoin, comme il a rappelé Mohamed Leba. Nous allons aller en pause, mais juste avant d'aller en pause, restez en notre compagnie, puisqu'on va parler de l'Union africaine, les défis pour le développement du continent. Ce sera avec notre invité, Monsieur Mohamed Chérif. Il est le président du Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine. C'est tout à l'heure. Ne zappez surtout pas la pub. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever
le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Merci de nous suivre à Conakry, à Bofa, à Kaloum, chez le bosseur de l'ombre. Merci de nous préférer si vous y êtes. Et si ça maintenant vous nous prenez en marche, vous êtes sur Cavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Et dans votre émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi, 4 h 9h, c'est jusqu'à 10h30. Pour cette dernière partie, nous parlons de l'Union africaine, héritière de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, créée en 1963. Elle fêtera très bientôt, il faut le dire, ses 63 ans. Pensée pour incarner l'unité, la solidarité et la souveraineté du continent. L'UA s'est dotée depuis 2002 d'ambitions claires, il faut les rappeler. La démocratie, la paix, le développement, l'intégration est régionale entre autres. Mais sur le terrain, la réalité est plus complexe. Conflits persistants, coups d'État, manque de coordination, dépendance extérieure, surtout financière. Comment relancer ce projet ou le projet panafricain? Quelles réformes sont possibles pour l'Union africaine et quel rôle pour la jeunesse dans cette nouvelle dynamique? Nous posons toutes ces questions à notre invité qui est déjà sur ce plateau et dans ce studio, Monsieur Mohamed Cherif. Il est le président du Forum des jeunes africains, des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine. Bonjour Monsieur Cherif, bienvenue une nouvelle fois.
Bonjour à vous. Ça faisait vieux, hein? Vraiment, hein? Ça fait plaisir de vous revoir. Merci. On parle de l'Union africaine, je l'ai rappelé tantôt, qui est l'héritière quand même de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est OUA, ancienne OUA, fondée en 1963. Aujourd'hui, quel regard, vous, en tant qu'acteur impliqué, portez-vous sur son ambition initiale? Ambition que j'ai déjà citée. Bien sûr. Et voilà, vous l'avez déjà dit... les différentes difficultés que l'Afrique rencontre aujourd'hui, dont notre regard aujourd'hui nous laisse un peu à désirer, mais comme nous sommes tous citoyens, sinon nous ressortissons tous de ce continent, en tant que jeunes, nous avons le devoir de nous engager pour essayer de relever les défis de l'Afrique. Et c'est vraiment en ce sens que nous essayons de nous déployer à travers notre organisation, qui est une plateforme qui permet à la jeunesse de pouvoir mener des activités dans le sens de pouvoir renforcer l'union entre les peuples et les pays africains à travers la pratique du volontariat et du bénévolat dans différents domaines de développement tels que l'agriculture, la santé, l'éducation. Rapprochez un peu le micro pour allez-y. Tels que la santé, l'éducation, les nouvelles technologies, et voilà un peu ce que nous essayons de faire et d'implémenter sur le continent africain pour essayer de relever ce défi qui nous appartient tous. Le défi, hein, ça c'est votre regard, oui, Diallo. En 2022, l'UA s'est doté de nouveaux cadres. 2002, pour des nouveaux cadres pour la promotion de la paix, la démocratie, l'état de droit et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui. Vous, en tant que jeune, vous avez une organisation aussi allant dans le sens de la promotion de l'Union africaine. Dites-nous, à date, après plus de 20 ans, comment se porte la promotion de l'état de droit et la démocratie dans notre pays, dans notre continent? Comme vous le savez, et nous le constatons tous, bien évidemment, depuis 2002, l'Union africaine s'est dotée de nouveaux instruments de pouvoir permettre au Conseil de paix de sécurité et renforcer un peu certaines institutions à l'interne ou organes de l'Union africaine afin de pouvoir se fixer des objectifs et permettre à ce que l'Afrique puisse, d'ici 2063 même, avoir atteint certains objectifs afin de permettre à l'Afrique d'être vraiment une Afrique souhaitée par tous les Africains. Très malheureusement, au cours de ces années, nous avons constaté que non seulement l'Union africaine n'a pas été réellement à la hauteur de ses attentes, mais il y a eu aussi des dérapages, bien qu'elle essaye à son niveau de mener des actions pour permettre et de favoriser toujours la paix en Afrique. Mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à cette situation. Il ne faut pas sans doute tenir compte d'abord des causes qui font en sorte que l'Afrique aujourd'hui se porte mal. Il faut aussi essayer d'examiner ces causes qui sont aussi importantes pour nous permettre d'avoir des réponses justes et des réponses qui sont aussi qui reflètent le contexte africain. Donc vous avez remarqué que parmi ces causes, nous avons généralement l'implication au niveau des ressources naturelles de certaines firmes internationales ou de certains pays qui luttent pour pouvoir contrôler les ressources naturelles africaines telles que le pétrole, la bauxite, et ce sont souvent des difficultés pour nous autres Africains de pouvoir cerner cette situation. Nous avons la pauvreté aussi qui se développe, nous avons l'injustice sociale, souvent aussi nous avons des conflits ethniques et qui sont souvent causés par des raisons politiques ou qui sont souvent mis à profit par des personnes pour pouvoir tout simplement se donner une certaine personnalité politique. Donc, vous allez constater aussi qu'aujourd'hui, les ressources naturelles ne sont pas réparties telles qu'elles se doivent au sein des communautés, au sein des populations. Il y a tout ceci qui font qu'aujourd'hui, nous avons du mal à pouvoir asseoir une véritable démocratie et la gouvernance n'arrive pas toujours à pouvoir
venir à l'attente des aspirations des populations. Donc voilà un peu ces causes, certaines de ces causes qui essayent de ralentir le développement, sinon de freiner les motivations et les ambitions que l'Union africaine s'est données pour pouvoir permettre aux populations africaines de vivre ou bien d'être dans une paix vraiment agréable. Ouais. Concernant aujourd'hui, disons, le développement même de l'UA, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la dernière fois, on en parlait dans cette émission, notamment sur la gestion et surtout aussi le mode de financement de l'UA. Est-ce qu'aujourd'hui, la dépendance de cette institution n'est pas quand même à la source de toutes ces difficultés que vous venez de citer? Elle fait partie des sources majeures, si je peux le dire ainsi. À un certain moment donné, l'Union africaine a pris des résolutions et permettent à ce qu'un quota soit fixé à chaque pays. À l'époque, je crois que c'était le président Kaberuka qui était à la tête de la Banque africaine, la BAD, de développement. Et il y a eu des engagements qui ont été pris, mais très malheureusement, ils n'ont pas suivi. Il y a des pays qui ne cotisent pas. Et toutes ces difficultés font aujourd'hui que la dépendance de l'Union africaine par les institutions internationales telles que l'Union européenne et autres font que l'Union africaine n'arrive pas à être vraiment autonome et indépendante pour pouvoir elle-même prendre certaines initiatives et pour pouvoir répondre aux aspirations des peuples africains. Comment aujourd'hui sortir du joug quand même de cette dépendance, disons, rallongée, parce que depuis l'UA existe aujourd'hui, le bilan n'est pas reluisant? À cela, il faut déjà commencer par renforcer les mécanismes, il faut renforcer déjà les mécanismes démocratiques au niveau de l'Union africaine et surtout aussi renforcer les mécanismes de gestion des conflits en Afrique. Il faut essayer d'avoir une diplomatie préventive pour permettre au moins à ce qu'on puisse prévenir avant les événements et permettre aux pays de discuter entre elles et pouvoir assortir des solutions africaines et non des solutions à l'occidental comme on avait l'habitude de le faire. Et je crois qu'à travers tous ces mécanismes, nous pouvons aujourd'hui permettre aux Africains d'être aussi indépendants et de pouvoir prendre leurs responsabilités. Mais très malheureusement, vous allez constater que les textes existent, tous ces textes existent, mais très malheureusement, ils ne sont pas appliqués et c'est ce qui fait vraiment défaut. Et donc, il faudrait que l'Union africaine d'abord renforce aussi sa solidarité et qu'elle arrive à vraiment changer aussi des mécanismes de gouvernance, comme je l'ai dit, parce que tant que la gouvernance ne sera pas vertueuse, les populations trouveront toujours le moyen de pouvoir s'opposer à cela. Et donc, il faut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre l'injustice sociale, il faut permettre aussi au renforcement de la démocratie à travers l'inclusion politique de la jeunesse, à travers le renforcement des systèmes qui pourront permettre aux Africains d'éviter les exclusions. Est-ce que c'est ce qui occasionne quand même ces conflits armés, ces coups d'État militaires, les crises de gouvernance, les guerres civiles, le problème d'alternance en Afrique? Est-ce que tout ce que vous venez de citer sont quand même les causes ou la cause des conflits armés, des coups d'État militaires et des crises de gouvernance? Qui assaillent le continent, il faut le rappeler. Évidemment, ce sont des causes parce que lorsque la gouvernance n'est pas démocratique ou lorsque les politiques se mettent dans une vision autre que celle attendue par les populations, vous allez constater qu'il y a en quelque sorte une injustice qui va se dessiner et vous allez constater aussi qu'à travers la répartition des ressources naturelles du pays ou des ressources du pays, il y a une frange partie de la population qui se servent au détriment de la plus grande majorité. Et donc tout ceci, la pauvreté galopante, le chômage, tout ceci sont des facteurs
qui sont aussi la cause de tous les conflits auxquels nous faisons face aujourd'hui. La gouvernance n'est pas vertueuse, et vous voyez que ce sont des aspects aujourd'hui qui ne favorisent pas ce que l'Union africaine recherche. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer aussi les institutions sous-régionales telles que la CEDEAO, la SADC et autres. Il faut essayer de il faut mettre des moyens, il faut favoriser la jeunesse à pouvoir s'impliquer davantage dans les prises de décision et s'investir en politique pour permettre à cette jeunesse qui qui aujourd'hui est majoritaire en Afrique. Et cette jeunesse doit vraiment s'investir pour pouvoir participer au développement du continent. Alors, en tant que jeune organisation, comment, au-delà de l'Union africaine en tant qu'institution continentale, vous jeunes, à travers votre plateforme, comment participez-vous à la promotion de la démocratie, mais aussi, disons, à la lutte contre ces conflits aujourd'hui qui jaillissent de partout dans notre continent? Mais nous, déjà, nous organisons beaucoup d'activités, surtout au niveau dans l'éducation civique et au niveau des sensibilisations, à travers des ateliers de formation, des causeries, débats, pour tout simplement permettre à la jeunesse de comprendre les enjeux du continent. Et aussi, nous essayons de faire des plaidoyers pour le renforcement de la gouvernance démocratique. Et nous essayons aussi à notre niveau de permettre à faire une promotion des jeunes pour que les jeunes soient réellement impliqués dans la politique. Et voilà, à travers tous ces systèmes, mécanismes que nous essayons de mettre en jeu, je crois que ça nous permet quand même de pouvoir être des acteurs dans ce sens, afin de permettre à notre continent de trouver des réponses justes. Mais il y a quand même des faits qu'on doit quand même rappeler. Beaucoup de faits pour l'Union africaine. Vous avez cité quand même des causes structurelles, mais il y a aussi des raisons profondes. Si nous voyons ici l'ambition qui est restée intacte, mais la mise en œuvre qui n'a pas abouti, inaboutie donc. On peut tout dire, les fondations étaient fortes, solides, à sa création en 1963, mais sauf que avec la zone de libre-échange continentale, vous avez touché cela, la ZLECAf, il n'y a pas eu trop d'appui ou de mise en œuvre sur le terrain. Plus loin, les coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, ou encore les conflits de côté de l'Éthiopie, l'UA est resté quand même muette, ce qui ne pouvait pas quand même asseoir son autorité sur le continent. Il faut le rappeler. Le Soudan également. Donc l'UA est resté muette, la RDC entre autres. Et l'UA est resté muette, ce qui ne pouvait quand même pas asseoir son autorité sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, pour rectifier le tir, l'UA doit revenir sur tous ces aspects, revenir sur le Mali qui se retire de la CEDEAO, le Niger, le Burkina, les pays de l'AES, c'était là, mais l'UA est resté avec pas grande action sur le terrain. Moins présente. Moins présente sur le terrain, et ce qui justifie de part ou d'autre certains observateurs qui disent que c'est une organisation qui tend vers sa fin. Mais justement, c'est pour ça d'ailleurs nous essayons de mener ce combat, comme je vous l'ai dit. C'est une organisation normalement qui appelle à l'engagement de toutes les populations africaines. Ce n'est pas une question de chef d'État comme elle a d'antan été. Et je crois que la jeunesse aujourd'hui doit s'inviter à ce débat, parce que cette organisation est née bien avant aujourd'hui ceux qui sont chefs d'État, et elle doit perdurer, et elle doit résister face à toutes les difficultés auxquelles elle peut être sujet. Donc pour cela, nous en tant qu'organisation de jeunesse, nous sommes en train de nous battre pour permettre à ceux que l'Union africaine, qui a manqué à un moment donné de l'histoire de prendre des positions, des décisions justes ou équitables. Aujourd'hui, nous souhaitons à ce que notre Union africaine soit plus une union des peuples qu'une union tout simplement des chefs d'État. Donc c'est à travers tous ces stratégies que nous essayons de développer sur le terrain que nous nous invitons aussi à réparer et sinon à nous engager vers une résolution
plus harmonieuse pour permettre à l'Afrique d'être vraiment au rendez-vous. Et je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai déjà cité au préalable, les causes un peu des conflits africains, mais aussi il ne faut pas manquer de savoir que l'Union africaine a manqué beaucoup, il faut le reconnaître, a manqué beaucoup. Et aujourd'hui, il y a certains pays, comme vous l'avez cité tout à l'heure, le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui, qui se retrouvent au niveau de l'organisation de l'AES et qui n'est pas favorable. Donc, je crois que le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine doit mettre... les pays doivent s'activer pour pouvoir relancer ce Conseil de paix et de sécurité. Et surtout, il ne faudrait pas que l'Union africaine attende qu'il y ait des problèmes avant d'intervenir. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai parlé plus haut ici, qu'il va falloir mettre une diplomatie préventive pour permettre aux États de discuter et de savoir déjà des problèmes qui existent avant que ça n'éclate. Mais lorsqu'on attend, on voit bien les sujets des difficultés des populations africaines, et pendant ce temps, rien n'est dit. Et c'est lorsqu'il y a un acte, une crise qui se dessine, que l'Union africaine se prononce. Je pense que tout ceci a amené des pays, certains pays, comme vous l'avez cité tout à l'heure, à prendre conscience et leurs responsabilités pour ne pas être... ceux-là qui vont être à subir des résolutions des chefs d'État tout simplement, mais qu'elles soient aussi une solution des peuples africains. Et donc c'est à travers ça que les populations, certains pays comme le Mali, aujourd'hui ont décidé de prendre leurs responsabilités en main, mais je crois que cela n'est pas favorable pour l'Afrique, parce que cette organisation telle que la CEDEAO est une organisation qui doit vraiment être solidifiée, très solide, parce qu'elle ne se limite pas qu'aux crises politiques, mais il y a aussi des crises économiques auxquelles elle arrive à répondre. Donc nous devons faire face à tout ça et encourager à ce que l'Union africaine, au niveau principalement du Conseil de paix et de sécurité, qu'ils puissent renforcer leurs activités et mener des nouvelles stratégies qui pourront permettre à l'Afrique de ne plus être sujet des conflits et autres. En Afrique, souvent, surtout ces derniers temps, on se souvient beaucoup plus de l'Union africaine. C'est s'il y a des coups d'État, parce que là, l'Union africaine sort ses muscles, notamment de dénonciation. Après tout, c'est des suspensions. Au-delà, il n'y a pas d'effet. De l'autre côté, est-ce que l'Union africaine, c'est-à-dire le péché de cette institution, n'est pas le fait qu'elle soit présidée par des présidents, c'est-à-dire un exercice? Je crois que, au fait, l'Union africaine, je ne pense pas que ça soit un problème, parce que généralement, actuellement, vous avez le président de l'Union africaine qui est le président Lorenzo, le président de la République de l'Angola, et vous avez le président de la Commission aujourd'hui qui est Mahmoud Ali Youssouf, qui est de la République de Djibouti, et président de la Commission. Je pense que les organes de l'Union africaine tiennent. Il suffit tout simplement qu'il y ait un engagement, une volonté politique et un engagement au niveau de tous les acteurs pour permettre à ce que l'Union africaine marche. Elle a des meilleurs textes et je crois que tout ce qui nous manque, c'est cette solidarité africaine. Si vous regardez aujourd'hui, on le dit parce que si vous regardez les présidents, notamment quand même que compose cette institution, la plupart ne servent pas aujourd'hui comme étant un bel exemple sur le continent, notamment en matière de gouvernance dans leurs pays respectifs. Est-ce qu'aujourd'hui le fait que l'Union africaine soit présidée par des présidents, notamment qui ont des intentions contre les institutions, contre les constitutions de leur pays, notamment des présidents qui ont envie encore de se maintenir au pouvoir au-delà même des mandats réglementaires, est-ce que cela n'est pas un véritable problème aujourd'hui? Est-ce qu'au-delà même de cette question, l'Union africaine ne devrait pas, notamment la présidence de cette institution, ne devrait pas être ouverte notamment à la société civile? Justement. Parce que, connaissant des présidents qui gèrent cette institution, la plupart d'ailleurs ont de lourdes charges vis-à-vis de leur pays. Est-ce que cela... Un passif lourd, hein? Évidemment, ne peut pas aussi être une autre entorse au développement. C'est une question très essentielle et je pense d'ailleurs que cette question a déjà fait l'objet de certains débats.
Et à cela, nous avons trouvé comme une réponse, évidemment, que le fait que les chefs d'État à la tête de l'Union africaine, qui gèrent déjà des pays, souvent ne sont pas des présidents ou des chefs d'État appréciés. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en train de nous battre pour aller vers une union des peuples, pour permettre réellement à la population, au peuple africain, d'être plus en harmonie que d'être tout simplement des contempleurs des décisions des présidents africains. Donc cela, je crois que ça doit faire l'objet vraiment de beaucoup d'analyses et voir quelle est la solution adéquate qu'il va falloir prendre pour ne pas que l'Union africaine manque d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, il y a des difficultés au sein de l'organisation. Et cette organisation, il faut aussi le dire, elle est rotative. Aujourd'hui, je crois que il n'y a pas très longtemps, vous avez vu que le président du Comore était président de l'Union africaine. Avant lui, il y avait le président du Rwanda, le président de la RDC aussi, Félix Tshisekedi. Oui. Donc je crois que je crois que si on voit les choses dans cet aspect, ça veut dire tout simplement que tous les chefs d'État africains qui président cette institution ne sont pas réellement des bons exemples. Du point de vue que il faut aussi reconnaître que ce sont leurs peuples qui les mettent à la tête de leur pays. Et donc pour nous, ce sont des sujets qui amènent vraiment à réfléchir, mais auquel nous disons tout simplement que si un président de la République est élu par son peuple, nous pensons tout simplement que c'est la volonté de son peuple, puisque cela est une finalisation au niveau des urnes, et que c'est lui qui a la voix, et c'est ces pays c'est celui qui porte la voix du peuple. Donc, l'Union africaine, c'est une organisation qui ne s'appuie pas sur les personnes, mais elle s'appuie sur l'institution. Et à travers cette institution, cette démarche, elle tient compte des enjeux ou bien elle tient compte des avis du peuple pour pouvoir élire les chefs d'État au sein de l'institution même de l'Union africaine. Un mot peut-être, si vous me permettez, Abdallah, puisqu'on est à la fin. On est vers la fin, un mot, mais on est en Afrique. La Guinée aussi, c'est l'Afrique. Nous nous préparons vers le référendum constitutionnel. La Constitution est en vulgarisation. Dites-nous, en tant que panafricaniste, quel œil portez-vous sur ce processus disons, de transition? Déjà, je pense qu'il faut saluer déjà la volonté au retour à l'ordre constitutionnel qui est souhaitée, je crois, par l'opinion internationale, par les institutions de la République guinéenne. Et je crois que pour tout bon démocrate, c'est l'idée qu'il faut envisager pour permettre au peuple et sinon au pays de pouvoir se remettre au sein des institutions internationales et de faciliter aussi l'adhésion de la Guinée dans certaines opportunités d'enjeux mondiaux. Donc ceci était important et je crois que à travers cette volonté qui se manifeste où la date a été déterminée pour le 21 septembre 2025, je pense que l'ensemble des citoyens doivent s'inviter à cela et permettre à ce que le retour à l'ordre constitutionnel soit une priorité pour tout le monde d'abord, et afin de permettre à ce qu'une gouvernance démocratique puisse voir jour. Et à travers cela, je pense que les autres difficultés ou problèmes liés à la vie de la nation pourront avoir des solutions à ce niveau. Bien, ce qui est déjà compris, il faut le rappeler, M. Mohamed Chérif, il est président du Forum des jeunes, si je ne me trompe, pour le développement de l'Union africaine. La promotion de l'Union africaine. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission et merci pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Merci Mohamed Lebar. Merci Abdallah, merci à notre invité, merci à tout le monde. Merci Yaye Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation. Merci à vous également, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets, pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale et sur des sujets internationaux. D'ici là, prenez soin de vous, rester en compagnie du seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.
Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités.